Regardez le 24 News, il est 19h, c'est l'heure de l'édition principale. Tout de suite les titres. À la une, au moins 89 martyrs, dont une majorité sont des enfants, dans un nouveau bombardement sioniste sur le camp de réfugiés de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Les factions palestiniennes s'allient sur un gouvernement de réconciliation et signent à Pékin un accord d'unité nationale. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général d'armée Michael Langley, en visite officielle en Algérie. On parlera Sahara occidental ce soir et comment le colon marocain a transformé les territoires occupés en une vaste prison à ciel ouvert. Et enfin, sous le feu des critiques depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump, la directrice du Secret Service, Kimberly Shittle, jette l'éponge. Bonsoir à tous. Nouveau jour, nouveau bombardement sioniste sur la bande de Gaza. Au moins 89 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 200 ont été blessés lundi soir dans le camp de réfugiés de Khan Younes au sud de l'enclave. Les civils avaient été pris pour cible alors qu'ils se déplaçaient encore une fois pour essayer de trouver un coin pour être en sécurité. Or, aucun endroit n'est sûr à Gaza. Une maison en ruine, c'est ce qui reste du domicile d'une famille palestinienne à Deir el-Balah, au centre de Gaza. Les personnes qui y vivaient ont été assassinées hier en pleine nuit. Au moins 6 martyrs et une dizaine de blessés, dont une majorité étaient des enfants et des personnes âgées. La maison a été ciblée à minuit. Il n'y avait que des enfants et des personnes âgées à l'intérieur. C'est la deuxième fois qu'ils prennent la maison pour cible. Une autre maison voisine avait déjà été touchée. C'est donc la troisième fois qu'ils nous frappent. Je ne savais pas pourquoi nous sommes la cible de l'ennemi sioniste. Qu'avons-nous fait? Tous ceux qui se trouvaient ici dans la maison étaient des enfants et des femmes qui vivaient paisiblement chez eux. Ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas tiré de roquettes, ils n'ont pas pris les Juifs pour cible. La frappe a eu lieu sans avertissement préalable. Il y avait environ 100 personnes dans les étages de l'immeuble, ainsi que des tentes avec des personnes à l'intérieur. Les enfants et les blessés ont été évacués à minuit. Vous l'aurez compris, les quartiers occupés par un grand nombre de civils font partie des cibles préférées des forces sionistes dans leur quête criminelle de faire le maximum de victimes. 9 Palestiniens ont été tués, dont des femmes et des enfants en bas âge après le bombardement de leur maison dans le quartier de Sabra, à l'ouest de la bande. Malheureusement, sous les décombres, l'on ne retrouve généralement que des cadavres. 4 corps de Palestiniens ont d'ailleurs été sortis d'en dessous des dalles de béton lundi soir près du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de l'enclave palestinienne.
Le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'élève donc ce mardi 291e jour de bombardement à 39 090 martyrs et 90 147 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, l'armée d'occupation a donc commis 8 massacres ces dernières 24 heures, faisant plus de 80 morts et 329 blessés. Des milliers de Palestiniens ont fui dans la panique Khan Younes après un nouvel ordre d'évacuation sioniste, alors que les bombardements ne connaissent pas de répit. L'ordre d'évacuation s'adressait aux habitants de la zone est du gouvernorat, leur intimant l'ordre de se déplacer rapidement dans les zones à l'ouest de la localité. Les déplacés épuisés déplorent le manque de refuge sûr. Amal Amzine Zetoune. Ils reprennent la route à nouveau, transportant leurs affaires, la plupart d'entre eux à pied. Les déplacés palestiniens fuient la zone orientale de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza après un nouvel ordre sioniste d'évacuation. Nous étions à la maison et soudain quelqu'un nous a demandé d'évacuer. Nous avons été surpris par les détonations des armes à feu venant de toutes les directions. C'est au moins la 5e fois que je dois fuir, la 5e fois. Contraints de fuir avec des routes inutilisables et au milieu des bombardements, un énième déplacement exténuant pour les Palestiniens de Gaza. Nous n'étions pas préparés à évacuer. Nous ne pouvions fuir qu'avec des femmes et des enfants. Il n'y avait aucun moyen de transport et il était difficile d'en trouver. Les routes étaient bondées de monde, bombardées et en ruine, ce qui rendait la marche difficile. Il y avait des tirs intenses, des bombardements et des frappes aériennes partout. Fuir en direction de ce que les forces d'occupation prétendent être des zones sûres. Or, aucun endroit n'est sûr à Gaza. Nous avons évacué la zone et de Khan Younes car l'armée israélienne nous a dit de nous déplacer vers une zone sûre. Mais il n'y a pas d'endroit sûr ici. C'est partout pareil. Même pendant la fuite, nous avons été confrontés à des frappes aériennes israéliennes. Nous ne savons pas où aller. Nous avons juste suivi la foule jusqu'à ce que nous arrivions ici. Une évacuation massive des Palestiniens d'une grande partie de Khan Younes. Le cycle de peur, de souffrance et de déplacement se poursuit pour le 10e mois consécutif. Et en plus des bombardements et des déplacements forcés, Gaza fait face à une grave crise sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce mardi être très inquiète face à de possibles épidémies dans la bande, en particulier après avoir isolé dans des échantillons d'eau usée le poliovirus de type 2 dérivé d'une souche vaccinale, un virus très contagieux qui peut entraîner la paralysie s'il n'est pas traité rapidement. La situation est alarmante, d'autant plus que 14 000 Palestiniens malades ont besoin d'être évacués en urgence hors Gaza pour recevoir des soins médicaux. En Cisjordanie occupée, des centaines de personnes ont assisté ce mardi aux funérailles de 2 Palestiniens tombés en martyrs, assassinés par les balles sionistes à As-Saïr, dans le gouvernorat d'Al-Khalil, après une nouvelle prise d'assaut de l'armée d'occupation. Les 2 Palestiniens assassinés étaient âgés de 39 et 22 ans. Les forces sionistes poursuivent leurs agressions contre la ville de Tulkarm. 5 Palestiniens, dont une mère et sa fille, sont tombés en martyrs ce mardi suite au bombardement du quartier surpeuplé d'Al-Hammam.
Les forces sionistes ont tout détruit sur leur passage lors de son récent raid. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les ruelles de Tulkarm sont détruites, les magasins saccagés, tandis que le feu et la fumée envahissent l'atmosphère. L'objectif est de détruire les infrastructures. Comme vous le voyez, les rues, les magasins et les maisons ont tous été détruits. L'armée israélienne vise à détruire l'infrastructure des camps afin de pouvoir éventuellement pousser les gens à partir, tout comme les gens ont été déplacés en 1948 et en 1967. Mais nous restons ici et si Dieu le veut, nous libérons notre patrie. On en parlait tout à l'heure en titre, les factions palestiniennes ont signé un accord d'unité nationale visant à maintenir le contrôle palestinien sur Gaza une fois que l'agression génocidaire menée contre l'enclave aura pris fin. Selon le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, l'accord finalisé ce mardi à Pékin après 3 jours de discussions intensives jette les bases d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale qui dirigera la bande de Gaza. L'accord a été signé d'ailleurs au total par 14 organisations politiques palestiniennes. بعد السيد فيصل أرانكي يو请巴勒斯坦人民斗争阵线总书记巴勒斯坦各派代表入座，请王毅主任留步。شكرا للجميع يرجى من الممثلين للفصائل الفلسطينية. Moussa Aboumarzouk, membre du bureau politique du Hamas, a justement annoncé avoir signé un accord avec les autres factions palestiniennes. Écoutons. Aujourd'hui, nous signons un accord sur l'unité nationale et nous annonçons la voie à suivre pour achever ce processus d'unité nationale. Nous nous engageons en faveur de l'unité et nous l'appelons de nos vœux. De son côté, le chef de la diplomatie chinoise déclare à l'issue de cet accord que la Chine est prête à jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. La Chine est prête à renforcer la communication et la coordination avec toutes les parties concernées, à déployer des efforts continus pour mettre en œuvre le consensus de Pékin atteint aujourd'hui et à jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. La première étape consiste à faire pression en faveur d'un cessez-le-feu global, durable et soutenable dans la bande de Gaza, dès que possible, afin de garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Aucune excuse ne peut justifier le fait de blesser des civils et de prolonger la guerre. La communauté internationale devrait consolider ses efforts sur la question du cessez-le-feu et de la cessation des hostilités. La deuxième étape consiste à défendre le principe selon lequel les Palestiniens gouvernent la Palestine et à travailler ensemble pour faire progresser la gouvernance de Gaza après la guerre. La guerre a dévasté Gaza et il est devenu urgent d'entamer rapidement la reconstruction d'après-guerre au cours de la prochaine étape. Et pour en parler plus profondément, Jeanne Chenhui, journaliste CGTN français, revient sur cet accord historique et le rôle joué par la Chine dans cette réconciliation, mais aussi dans la paix et la stabilisation dans le Moyen-Orient et l'important rôle de l'Algérie à travers la déclaration d'Alger, comme indiqué dans le communiqué final de l'Égypte et de la Russie, qui ont permis l'union des organisations politiques palestiniennes. Écoutons-la. Aujourd'hui, le mardi, les représentants de 14 factions palestiniennes, y compris le Fatah et le Hamas, ont promis de mettre fin à leur division et aussi de renforcer l'unité palestinienne en signant la déclaration de Beijing. La déclaration de Beijing, la capitale chinoise, a en effet effectivement souligné ce rôle de la Chine dans la médiation et aussi ce rôle très particulier de la Chine dans cette affaire internationale. Alors, ce n'est pas la première fois que la Chine a joué ce rôle médiateur. Il y a déjà un an, sous la médiation de la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont réalisé une réconciliation historique, suscitant
de ce point de vue-là, l'admiration mondiale, en effet, tend les manières de gérer des affaires diplomatiques. On passe au reste de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce mardi le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général d'armée Michael Langley, en visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation. Le commandant de l'Africom a également été reçu par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et les honneurs militaires présentés à l'hôte par des formations représentant les différentes forces de l'ANP. Dans son allocution, le général d'armée Saïd Chengriha a tenu à souligner que l'Algérie, en tant que coordinateur, poursuivait ses efforts visant le renforcement de l'action africaine commune dans la lutte et la prévention contre le terrorisme et qu'elle a lancé plusieurs initiatives pour consolider les mécanismes de coopération sécuritaire africaine. Prenons en considération la mission qui lui a été assignée par l'Union africaine en tant que coordinateur dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au niveau continental. Dans ce sillage, l'Algérie poursuit ses efforts afin de concrétiser l'aspiration commune africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme. Dans ce sens, plusieurs initiatives ont été prises, à l'instar de la mise en place d'un plan africain de lutte antiterroriste, de l'activation de la caisse africaine pour combattre cette menace et de la préparation d'une liste africaine comprenant les individus et les entités impliquées dans des actes terroristes et aussi la mise au point de mandats d'arrêt africains. Le général d'armée Saïd Chengriha a également évoqué les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain, en plus des moyens de consolider les relations de coopération militaire entre l'Algérie et les États-Unis. Je voudrais ici renouveler l'engagement de mon pays dans l'appui à toutes les initiatives africaines et dans le soutien aux efforts de la Commission de l'Union africaine, dans l'objectif de permettre au continent africain de faire face aux défis sécuritaires auxquels il est confronté. J'affirme également devant vous notre pleine disposition au renforcement de la coopération militaire bilatérale, dans le sens de l'optimisation du dialogue sur les voies et les moyens qui doivent être fournis afin d'atteindre de façon réaliste les objectifs sécuritaires du continent africain en général et de la région nord-africaine en particulier. Le président de la Douma russe, Vyacheslav Viktorovich Volodine, a achevé lundi soir sa visite en Algérie. Il a été salué à son départ par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Pour rappel, il avait également été reçu en audience par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Dans le même contexte, le président de la Douma de la Fédération de Russie a annoncé lundi que les échanges commerciaux entre la Russie et l'Algérie se sont multipliés et s'élèvent à 3,7 milliards de dollars fin 2023. Une déclaration qui intervient à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, selon l'agence de presse russe TASS. Volodine s'est félicité d'une augmentation significative des relations économiques extérieures entre les deux pays, estimant qu'il est extrêmement important pour le partenaire russe que les relations interparlementaires se développent. Dans notre dossier énergie ce soir, l'Algérie et l'Espagne ont trouvé un terrain d'entente sur le prix d'achat du gaz naturel pour l'année 2024. Un accord stratégique a été conclu entre les deux énergéticiens, Sonatrach et Naturgy, pour garantir un flux continu de gaz naturel dans la péninsule ibérique. Mohamed Walid Ben Chaban.
En vue de renforcer la coopération énergétique et de garantir un flux continu de gaz naturel dans la péninsule ibérique, la société espagnole Naturgy et le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach ont conclu un accord sur les prix de l'approvisionnement en énergie bleue pour 2024. Cet accord stratégique vise à renforcer la sécurité énergétique de la région et représente une opportunité pour Sonatrach afin de répondre aux besoins croissants en énergie de l'Espagne. La clôture de ces dernières négociations prouve la force des relations historiques entre les deux parties et confirme l'engagement des deux sociétés en faveur de la sécurité d'approvisionnement de la péninsule ibérique. Sonatrach s'est déjà révélé être un partenaire fiable. Les investissements algériens dans le secteur des hydrocarbures devraient avoir un impact positif sur le marché énergétique du vieux continent. En sécurisant l'approvisionnement de leurs clients à long terme, ces investissements contribuent à la stabilité du marché et à la sécurité énergétique de la région. Cet engagement est particulièrement important dans le contexte actuel où les préoccupations liées à la sécurité énergétique sont au premier plan en raison des tensions géopolitiques et des défis économiques mondiaux sur tous les fronts. Coopération tripartite, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations Taïeb Zitouni a estimé ce mardi que la création d'un conseil de partenariat entre le Conseil du renouveau économique algérien, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et l'Union générale libyenne des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture avait vocation à booster les investissements et à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les trois pays. Objectif à long terme, renforcer l'action commune en faveur de l'intégration économique dans la région, conformément à la volonté politique affichée par les dirigeants des trois pays lors de leur première réunion consultative. Les travaux du séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine, intitulé « L'Algérie et l'Afrique, une mémoire commune, un sort commun et un avenir prometteur » ont débuté ce mardi à Alger. Le séminaire a pour objectif de mettre en avant la dimension africaine de la révolution algérienne. Il rappellera également que l'Algérie a été et demeure la Mecque des révolutionnaires à l'échelle africaine et mondiale, étant engagée constamment à la réalisation des objectifs de l'intégration africaine en s'appuyant sur la mémoire commune pour poursuivre le processus d'édification et de développement en vue d'un avenir meilleur en Afrique. Zwelivelil Mandela, petit-fils de l'ancien leader sud-africain Nelson Mandela, présent justement à ce séminaire, est revenu sur les liens solides et les relations historiques qui lient l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'Algérie et l'Afrique du Sud sont et demeurent unis dans l'objectif de concrétiser l'indépendance de la dernière colonie du continent africain, qui est le Sahara occidental. Le peuple sahraoui vit toujours sous le joug du colonialisme marocain, qui bafoue ses droits fondamentaux, qui sont pourtant garantis par le droit international, notamment le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, qui reste ignoré par l'occupant, ainsi que le respect des droits humains qui sont violés systématiquement par l'occupant. Is still wholly ignored, and their fundamental human rights are denied. Justement, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réitéré lundi soir la position ferme de solidarité de son pays avec la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance. Dans un discours au Parlement, le président Ramaphosa a déclaré, je cite, « Depuis cette tribune, nous exprimons notre solidarité avec les peuples du Sahara occidental et de Palestine qui continuent d'être privés de leur droit à l'autodétermination. » Fin de citation. La violente répression et la persécution contre la population sahraoui exercée par les forces de police et de l'armée de l'occupant marocain dans les territoires occupés ont transformé le Sahara occidental en une vaste prison à ciel ouvert. C'est ce qu'a rapporté le site El Confidential Sahraoui. Ce siège s'inscrit dans le cadre des crimes contre l'humanité perpétrés par les autorités marocaines. Commentaire Hamid Machri, récit Mohamed Amina Berkane. L'occupant marocain a transformé le Sahara occidental en une vaste prison à ciel ouvert avec une répression violente et des restrictions drastiques imposées sur les Sahraouis.
Les journalistes, militants sahraouis des droits de l'homme et activistes anti-colonisation sont particulièrement ciblés par les forces de sécurité marocaines. Cependant, la répression s'est élargie et accentuée davantage depuis quelques temps à tous les territoires occupés et secteurs, zones et catégories de la société civile sahraoui résidant dans les villes de Laayoune, Smara, Dakhla et Boujdour. Une sorte de vaste prison à ciel ouvert, selon le site El Confidentiel Sahraoui, qui a documenté des méthodes contraires aux droits humanitaires perpétrées par l'occupant marocain. Il a énuméré des passages à tabac, la torture, la persécution, le viol, les procès arbitraires, les agressions et assignations à résidence, mais aussi des coupures délibérées d'électricité, d'eau et de téléphone. Pour renforcer son contrôle des territoires occupés du Sahara occidental, le Maroc a imposé un siège démographique et restreint la libre circulation des Sahraouis dans les villes occupées. Les déplacements et mouvements des militants politiques et personnalités sahraouis sont surveillés de près. Un réseau d'informateurs est affecté dans les quartiers populaires pour surveiller la vie quotidienne des Sahraouis. La surveillance est exercée également à travers l'installation de caméras de surveillance appartenant au renseignement de l'occupant marocain dans les rues, les magasins, les cafétérias et les salles de fête. Ces restrictions s'étendent également aux milieux artistiques et culturels. Le ministre marocain de l'Intérieur a mis en garde les artistes sahraouis contre l'exécution de chants révolutionnaires et interdit la levée du drapeau de la République sahraoui. Cette vague de répression violente contre la population civile sahraoui dans les territoires occupés est allée crescendo depuis la rupture du cessez-le-feu par l'occupant marocain et la reprise des hostilités avec le Front Polisario il y a 3 ans. Le point culminant de cette répression violente est l'utilisation de drones kamikazes et des porteurs de missiles ainsi que des drones de reconnaissance de fabrication sioniste suite au soutien militaire de l'entité sioniste au Maroc. Le Maroc qui est d'ailleurs confronté à une vague de grève cyclique cet été après qu'un nombre croissant de syndicats ont rejeté les politiques néolibérales du gouvernement Arnouch. Alors que plusieurs grèves ont touché cette semaine les secteurs de la santé et de la justice, de nouveaux débrayages se préparent pour la semaine prochaine. Après la grève de 3 jours observée par plusieurs syndicats de greffiers marocains, un nouveau cycle de grève secouera le Royaume la semaine prochaine. Dans le même temps, la grève du personnel dans le secteur de la santé se poursuit. 8 syndicats ont annoncé une grève générale de 5 jours du 22 au 28 juillet dans tous les établissements hospitaliers du Royaume. Ces débrayages n'ont pas touché seulement ces secteurs. D'autres syndicats tels que ceux représentant les avocats et les enseignants ont menacé de faire grève dans les prochains jours. Au moins 229 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu lundi après de fortes pluies dans le sud de l'Éthiopie. Un bilan encore provisoire et qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Les informations fournies jusqu'à présent font état de 148 hommes et 81 femmes qui ont perdu la vie dans cette catastrophe. Des enseignants, des professionnels de la santé et de l'agriculture qui étaient présents au début de l'accident pour effectuer des opérations de sauvetage sont devenus des victimes de l'accident. Et c'est officiel, le président rwandais sortant, Paul Kagame, a été réélu pour un 4e mandat avec 99,18% des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle du 15 juillet, selon les résultats définitifs publiés lundi soir par la Commission électorale nationale. Âgé de 66 ans, il réalise un score encore supérieur à ses 98,79% de la présidentielle de 2017. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé lundi Carole Flore Smerzyniak, originaire de Maurice, en tant que coordonnatrice résidente de l'ONU au Burkina Faso, avec l'approbation du gouvernement hôte. Avec ses 20 années d'expérience dans les domaines du développement, de la sécurité, de l'humanitaire et des situations de conflit, elle servira également de coordonnateur humanitaire des Nations Unies dans le pays. Conflit en Ukraine, le Kremlin a qualifié ce mardi de vol le projet de l'Union européenne d'utiliser les intérêts perçus sur les avoirs russes gelés pour financer l'aide militaire à l'Ukraine et a déclaré qu'il engagerait des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée dans cette décision.
De tels vols ne peuvent se poursuivre sans réciprocité. Cet argent est non seulement volé, mais il sera également dépensé pour l'achat d'armes. Il est difficile d'imaginer quelque chose de pire. Nous allons en effet envisager la possibilité de poursuivre en justice les personnes impliquées dans la prise de décision et leur mise en œuvre, car il s'agit d'une violation directe du droit international, d'une violation des droits de propriété. J-3 avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un dispositif sécuritaire important a été déployé à cette occasion. Objectif, sécuriser au maximum la cérémonie d'ouverture inédite qui aura lieu sur la Seine. Le Premier ministre français Gabriel Attal s'est d'ailleurs rendu ce mardi à la base aérienne 107 Vélizy-Villacoublay pour inspecter le dispositif de lutte anti-drone mis en place. Là, les points verts qu'on voit, les points verts, ce sont les systèmes. D'accord. Ils sont déployés. Quand ils sont verts, ça veut dire qu'ils remontent bien l'information vers les FSI en fait, qui vont assurer cette protection, mais qui vont nous rendre compte des actions de lutte anti-drone. Qu'ils a détecté en fait et qu'ils le passent Ça, c'est un drone. C'est un drone. Contact détection d'un drone non autorisé. Donc si les drones ne sont pas accrédités, en fait, avec le système, ils vont apparaître suspects. Voilà. Et puis si après on arrive à déterminer qu'ils sont vraiment hostiles, mais en fait ils vont être classifiés hostiles, on va les brouiller. On va voir ensuite comment il va être traité. S'il n'est pas autorisé, il sera brouillé. Dans le doute, on brouille. Toujours brouillé. Tant pis si le drone était au fond algérien. Le moyen britannique, avec succès. Et comme chaque édition, les Jeux Olympiques se veulent être un symbole de paix. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à déposer les armes à travers le monde à l'occasion des JO de Paris dans un message vidéo qui sera diffusé lors de la cérémonie d'ouverture vendredi. Le monde se réunit à Paris pour célébrer le pouvoir du sport, pour apporter de l'espoir, pour transcender les cultures, unir les peuples, promouvoir le respect mutuel et le fair play. Ce sont également les idéaux des Nations Unies, de l'esprit de la trêve olympique. J'appelle tout le monde à déposer les armes, à bâtir des ponts, à encourager la solidarité et à tendre vers l'objectif ultime, la paix pour tous. Je souhaite plein de succès aux athlètes olympiques et paralympiques. Vous nous inspirez à rêver plus grand. Puisse la flamme olympique éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie. Sous le feu des critiques depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump le 13 juillet, la directrice du Secret Service a démissionné. Kimberly Cheatle, la patronne de ce service d'élite chargé de la protection de hautes personnalités américaines, avait reconnu un échec et faisait l'objet de nombreux appels à démissionner. Le Secret Service n'a pour l'instant pas réagi après cette démission. Voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Au revoir.